Ça y est, on a changé de logiciel, quand même, on peut le noter. Bienvenue à tous, bienvenue dans le fameux podcast Ah, c'est qui n'a pas dur de de faire début. une intro, hein. C'est pas faux, mais c'est le podcast qui n'a Ouais. pas de début toutefois. Bienvenue dans ce troisième épisode de podcast Behind the Curtain. J'adore parler avec l'accent franglais. On est super content de vous retrouver dans ce troisième épisode. On a un petit peu coupé court à la discussion la semaine dernière, donc on va repartir direct dans le vif du sujet. Et après, on va parler peut-être un petit peu d'actualité aussi et de un peu l'idée de comment on va se placer chez ProCoach. Jérémy, on parlait des applications où tu sais, tu prends une photo et ça te donne l'apport calorique, Ouais. qui est malheureusement en pratique jusqu'à présent très compliqué pour s'approcher de la réalité. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui souvent sous-déclarent ou sont frustrés parce qu'ils ont l'impression de rien manger et pourtant ne pas perdre de poids. Tu disais sous ta douche, tu avais une idée. C'est marrant parce que moi aussi, c'est souvent sous la douche quand tu fais un peu le vide, où tu as des trucs qui te viennent à l'esprit, tu sais, où tu es en train de marcher, et tu fais ah mais oui, il faut que je fasse ça et tout. Alors Ouf. qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? En gros, ça veut dire prenez des douches, important, C'est- Se doucher 2 à 3 de fois temps par en jour, temps, c'est quand au même moins pas une mal. fois par semaine, tu vois, genre. Minimum, minimum. En fait, je pense qu'il faut bien driver le prompt. Il faut le prompter, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir prendre la photo, mais après, il faut savoir être capable d'expliquer exactement ce qu'il en est. Et en fait, aider l'utilisateur à donner les bonnes informations pour essayer d'estimer au mieux le total de calories. Et je pense qu'il faut aussi donner une forme de condition, genre je suis en déficit calorique ou je suis en maintenance calorique ou je suis en surplus calorique, avoir une estimation qui sera plus ou moins laxiste et qui va être plutôt dans un sens, c'est-à-dire à chercher si on est en déficit calorique, à peut-être potentiellement surestimer un peu le total de calories plutôt que de le sous-estimer. Je pense que ça peut pas mal aider et je pense que l'éducation qu'on donne à l'utilisateur lui permet en tout cas de savoir exactement ce qu'il fait et comment l'utiliser parce que souvent en fait quand on utilise une application pour compter ses calories, bah, si on est juste là à se dire bah, je compte mes calories sans savoir pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on essaye de mesurer et d'obtenir, on a du mal à le faire correctement. Et, et du coup, quelle serait pour toi un peu une solution qui pourrait aider et qui pourrait apporter quelque chose de plus par rapport à ce qui est déjà existant Ça d'après ta se vision des réfléchit. choses? Ouais, ça se réfléchit. J'ai pas de vision claire par rapport à ça, mais ce que j'imaginerais dans le meilleur des mondes, et on va essayer de tendre vers ça au fur et à mesure, c'est que quand tu traques ton alimentation, tu as comme des petits feedbacks, des petits highlights, tu vois, qui te permettent d'intellectualiser ce que tu fais. Tiens, bah là, tu as manqué de protéines. Voilà pourquoi il serait intéressant que tu aies plus de protéines. Et voilà pourquoi tu devrais être dans cette fourchette de protéines, tu vois, pour comprendre aussi par l'utilisation bah, comment améliorer spontanément ton alimentation. Pour les lipides, pareil pour le total de calories. Et essayer de rassurer la personne aussi avec un feedback direct sur quand elle rentre son poids, bah, voilà potentiellement par rapport aux données qu'on a récoltées jusqu'à maintenant sur toi, potentiellement pourquoi tu l'as. Essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu conversationnel dans l'application et un peu ton compagnon de route qui vient substituer un peu un coach sans remplacer un humain, mais qui vient te permettre de te rassurer et de savoir en tout cas mieux intellectualiser les choses. Ouais, je pense que ce qui manque beaucoup, c'est une application qui est un petit peu proactive en termes de retour par rapport à ce que tu fais en fait. C'est Tu sais, vrai. dans le sens où tu fais ta semaine et en fonction des données que tu as rentrées, c'est pour ça que les algorithmes sont pas forcément évidents, mais entre l'apport calorique, la décomposition en macronutriments, peut-être l'évolution des mensurations, etc. Tu vois, par exemple, ce qui pourrait être problématique, c'est que tu as une recomposition corporelle avec une prise de masse musculaire et une perte de gras, et le poids ne pourrait pas changer sur la balance. Et tu pourrais dire, bon, bah, il faut que j'applique un déficit calorique Ouais. davantage, alors que si tu as un retour au niveau de l'évolution de la taille de la personne et tu vois que tu as clairement une perte de gras, et ben tu pourrais avoir l'application qui fait non, là on est sur un bon déficit calorique et on continue comme ça en fait d'une certaine manière parce que c'est ce qu'on veut, tu vois, plutôt que d'être encore plus restrictif et potentiellement pas forcément accélérer le processus ou améliorer en fait parce qu'une recomposition physique c'est toujours mieux que seulement une perte de gras De en fait, tu vois. ouf. C'est ce qu'on se chercherait à viser Donc absolument, quoi.
Donc c'est pas ce que tu veux arrêter, tu vois. Si c'est un processus qui fonctionne dans l'instant présent, t'as pas envie vraiment de t'éloigner de ça, quoi. Il y a un autre truc aussi, je pense. Donc nous, on intègre l'IA à l'intérieur de ProCoach. Je pense qu'on peut le dire aussi pour aider les gens à quand même reconnaître les aliments, reconnaître des allergènes, des choses comme ça. Ça c'est des choses dont les gens n'ont peut-être pas forcément confiance, mais et c'est là où je pense que l'IA pourra nous aider aussi. C'est dans potentiellement la reconnaissance des aliments, etc., comme le font d'autres applications. Mais si tu donnes plus d'informations, tu vois, ça peut aussi accélérer les choses tu prends une photo et par exemple, ça te dit que dans ton assiette, tu as ces aliments-là et après, tu peux rentrer le grammage de ces aliments pour te rapprocher le plus possible de la réalité, tu vois. Ça pourrait Ouais. accélérer un petit peu le processus. Le truc, c'est que ça repose souvent sur l'idée que quelqu'un qui a une diète flexible ou qui traque ses calories a tendance à changer son alimentation constamment à chaque repas, alors que la réalité, et c'est pour ça que les gens ont du mal à visualiser ça quand ils n'ont pas encore fait ce processus, c'est que tu vas traquer pendant quelques temps et ça va être un petit peu plus long parce que tu dois rentrer les aliments que tu as l'habitude de manger, etc. Mhm. Mais avec un petit peu de temps, en fait, les aliments, ils sont déjà dans l'application parce que tu manges pas 200 aliments différents par semaine ou par mois. Et c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Quand tu vas faire les courses, c'est souvent les mêmes choses que tu achètes. Et quand tu as fait tes courses 10 fois et que tu as acheté peut-être 50 à 100 aliments qui sont les mêmes, bah en fait, c'est toujours les mêmes que tu vas retrouver dans ton application. De la même chose, le côté un petit peu plus difficile, c'est si tu sors au restaurant ou des choses comme ça. Mais bon, pour la plupart des gens, c'est pas quelque chose qu'ils font quotidiennement, tu vois. Genre, tu vas pas au restaurant matin et soir tous les jours. Donc, en fait, c'est des choses qui se simplifient avec le temps et ce truc un peu magique de ouais, bah t'as juste à prendre une photo et comme ça, tu sais ce que t'as Ouais. dedans. Bah, en pratique, pour les gens qui ont vraiment des résultats, ça perd un petit peu de son sens, je dirais. Ça a pas trop d'intérêt. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est très pratique quand tu vas aller au restaurant. Parce que c'est vrai qu'il y a le meilleur des mondes, c'est d'être chez toi, de pouvoir te préparer tes propres repas. Mais si tu vas manger au restaurant, que tu es en déplacement, que tu manges fréquemment sur le pouce, bah, c'est ici que ça te permet de pas être dans quelque chose de binaire, de je suis on à fond, je traque tout ce que je fais parce que je suis chez moi dans une zone de confort. Et ça devient tellement un casse-tête quand tu es hors de chez toi que tu dis bah j'abandonne et finalement tu finis par te dire bah si je peux pas le faire partout, bah j'arrête parce que ça sert à rien. Et c'est le plus gros problème finalement. Ouais, c'est ce qui fait peur aux gens parce que en fait il y a souvent des gens qui ont ce côté enfin je le suis aussi un petit peu d'une manière donc je sais enfin je vous visualise bien le truc, c'est si c'est pas parfait je le fais pas en fait, tu vois. Et ça c'est très problématique parce Ouais, que il vaut mieux quand même avoir un journal alimentaire qui se rapproche plus ou moins de la réalité, même si on sait que ça sera pas la réalité, parce que je pense qu'il y a des rappels importants à faire, c'est que même si tu scannes un produit avec un code barre. Et souvent, quand tu commences à suivre une diète flexible, tu as plus tendance à vouloir scanner des produits avec des codes barres parce que tu dis ah bah je sais exactement ce que je mange, etc. Alors que la réalité, c'est que les industriels agroalimentaires, ils ont un droit d'erreur d'à peu près 10% sur les étiquettes, plus moins. Même je crois que c'est jusqu'à 20%. ça peut aller jusqu'à 20%, c'est 20%. Ouais. C'est 20%. Donc en gros, tu as 40% de marge et tu prends un truc qui fait 200 calories et en fait, bah ça pourrait être soit 160 calories comme ça pourrait être 240 calories. Et du coup, bah tu vois que le delta, c'est que si t'en manges, j'en sais rien, 10 et que tu penses que c'est 200 calories alors qu'en fait c'est 240 calories, bah sur les 10, en fait, tu manges 400 calories de plus par jour que Exact. voilà, il y a aussi ce côté-là et c'est pour ça que il faut bien rappeler que c'est toujours des estimations, que on a tendance à sous-déclarer ce qu'on mange, tout le monde, même les gens qui ont énormément de connaissances par rapport à ça. C'est pour De ça ouf. que Ouais. c'est super bien parce que plus t'es régulier, et c'est là où la régularité a son sens. Et c'est ça en fait, je pense que tu sais la guerre d'avant des bodybuilders stricts versus la diète flexible disait ouais bah ça marche pas la diète flexible etc. C'est que c'est vrai que t'as pas besoin de faire une diète flexible pour avoir des résultats si tu peux tenir ta diète et que tu l'aimes et qu'ensuite tu sais que tu dois réduire potentiellement tes apports
réduire tes apports en glucides dans un premier temps, après peut-être réduire tes apports en lipides, etc. Et quand tu peux changer en diminuant d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre ton plan alimentaire régulier, tu es sûr que tu vas avoir des résultats. Alors que si tu es tout le temps en train d'avoir de la variation tous les jours, tu t'exposes à avoir un delta erreur, entre guillemets, tu vois, une marge d'erreur qui fait que potentiellement tu vas avoir plus de difficultés à arriver au résultat, ou tu vas être un peu frustré parce que tu vas dire mais attends, je comprends pas, j'ai mangé 1600 calories alors qu'en réalité tu en as mangé un peu plus et que tu es un peu sorti de ton déficit calorique, donc ça ralentit un petit peu le process, quoi. Et au-delà de ça, ce qui peut se passer, c'est que quand tu manges sur un plan alimentaire, tu standardises quand même aussi pas mal le volume alimentaire. Donc, tu n'as pas les fluctuations de la quantité de nourriture que tu vas avoir dans ton estomac et donc potentiellement les fluctuations que tu peux avoir du jour au lendemain, au-delà de la rétention d'eau que tu peux faire. Et là, tu auras beau suivre un plan alimentaire ou pas, ça sera toujours le même problème. Mais là, tu as ce problème-là en plus, et ce qui fait que ton poids, il bouge énormément. Donc, il faut savoir lisser un petit peu tout ça. Et à mon sens, il y a aussi un autre problème avec le tracking des calories. C'est quand on veut faire le truc le plus parfait possible, on essaye d'être à la virgule près, au gramme près. Et ça, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Parce que dans tous les cas, il y a déjà ce problème de marge d'erreur. En plus de ça, son propre métabolisme, on ne peut pas savoir exactement de combien de calories on a besoin. Même le meilleur algorithme du monde ne peut pas le définir. Parce que, en fonction de la taille de tes organes, ne serait-ce que, tu as besoin de plus ou moins de calories. Comme on a tous une variabilité interindividuelle par rapport à ça, on peut pas le faire. Par contre, par rapport à nos propres données, par rapport à nos propres réponses, par rapport à un calcul qu'on a préétabli, là, on peut faire des ajustements. Et ça va être un peu tout le but de ce qu'on va mettre en place. C'est par rapport à une réponse, faire les ajustements nécessaires pour amener dans une direction et de savoir lisser ces fluctuations, bien interpréter le cas de la recomposition corporelle notamment, parce que le but, c'est pas de créer une application de régime pour faire perdre du poids aux gens, c'est les aider à faire des choix plus cohérents dans leur alimentation, essayer d'intellectualiser les choses pour avoir une relation plus épanouie avec leur alimentation, essayer de mettre un maximum de variété et de faire un petit peu l'alimentation. Et quand on fait ça, il faut savoir aussi prendre un peu de recul, quoi. Et c'est un peu toute la complexité de ce qu'on fait, quoi. En parlant de diabolisation de la nourriture, Ah ça va non. peut-être la transition vers. Je pense que ça sera le titre de ce podcast, hein, de toute façon. Hier, je me suis un petit peu, je me suis un petit peu Emballé. énervé sur mes stories Instagram, et tu m'as dit que ça serait bien peut-être qu'on en parle aujourd'hui. J'ai vu un réel de Brut qui remet sur le tapis le fait que l'aspartame est peut-être dangereux pour la santé, cancérogène, et que Yuka a pris les devants avec une pétition, Yuka et Foodwork, je crois, ou un truc comme ça, pour interdire l'utilisation de l'aspartame en Europe. Donc c'est clairement super hardcore comme pétition à mon avis, parce que c'est même pas tu laisses les gens choisir d'utiliser ce genre de produit ou pas. C'est non, c'est on l'interdit pour que personne ne puisse l'utiliser. Donc clairement une idéologie super forte. Et du coup, comme d'habitude, j'ai reçu plein de messages genre mais Nevin, je comprends pas. T'as dit que c'était pas dangereux pour la santé. Maintenant, on dit que c'est cancérogène et tout. Est-ce que t'as changé d'avis par rapport à ça? Et ma réponse est non, je n'ai toujours pas changé d'avis sur le sujet. Et je pense que ça serait bien qu'on en discute un petit peu pour deux raisons. Parce que du coup, Yuka, c'est une application de suivi de la nutrition qui est vachement mis en avant dernièrement. J'ai vu qu'ils ont fait plein de sponsoring influenceurs. J'ai vu plein de gens qui en parlent, etc. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit peu une blague sur mes stories. Peut-être qu'on les mettra à l'écran pour que les gens regardent. Mais en gros, ce que je disais, c'est que du coup, ces influenceurs, elles étaient vachement emmerdées parce que la plupart sont des consommateurs d'édulcorants et d'aspartame, parce que la plupart des influenceurs fitness, ils placent aussi de la whey en poudre ou des compléments alimentaires ou des produits de la consommation courante comme iPro ou Coca Zero ou des trucs comme ça, parce que ça te permet d'être plus healthy entre guillemets avec moins de calories et autant de plaisir entre guillemets. Et du coup, c'est un peu une guerre. Et en fait, je me rends compte que les édulcorants, c'est limite un peu une religion, tu vois. Donc, on va essayer de pas
tomber dans le côté religieux et essayer d'avoir une approche scientifique qui nous est propre. Ouais, et un peu expliquer ce qui s'est passé. En gros, la classification de l'aspartame par World Health Organization a été mise dans la catégorie 2B. Alors, il y a plusieurs catégories qui va de catégorie 1 à catégorie 4 qui classifient en fait certaines choses comme cancérogènes ou pas. Des choses que vous Sachant savez que sans 1, doute. c'est cancérogène, quoi. Ouais, 1 c'est cancérogène, donc on y retrouve par exemple le tabac, on y retrouve l'alcool, oui, ouais. l'alcool que vous pouvez trouver partout, que la plupart des gens qui vont dire que l'aspartame est dangereux consomment de manière hebdomadaire, etc. Mais là, attention, mais faut pas sans dose minimale. Hein. C'est-à-dire que l'alcool, c'est pas dose minimale, dose maximale. Hein. C'est-à-dire que alcool, c'est-à-dire qu'à partir de ce que tu consommes de l'alcool, tu as un risque accru de cancer, en fait. C'est exactement ce que ça dit. Ensuite, on a les catégories 2A qui sont probablement cancérigènes. On y retrouve pas mal de trucs comme tout ce qui est viande la viande transformée, rouge, si je dis pas de bêtises. Viande rouge cuite sous flamme. Saucisson, des trucs. Ouais, saucisson riche en nitrites, etc. Probablement, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est forcément cancérogène et ça dépend, je pense, du contexte, mais voilà la classification. Et ensuite, tu as la catégorie qui est 2B, dans laquelle se retrouve du coup l'aspartame. Et tu retrouves aussi l'aloe vera. Que tu retrouves dans tellement de produits de la consommation, bien-être, crème, etc. De ouf. Tu retrouves aussi les légumes lactofermentés comme les trucs un peu asiatiques que tu trouves dans des liquides. Comme quoi, par exemple? Et des pickles ou des trucs comme ça, tu vois. Okay. Tu retrouves aussi le kimchi, la fougère. Ouais, par exemple, le kimchi, tu vois, genre des trucs comme ça, ouais. Exactement. Ouais. Bref, et ça, la catégorie 2B, c'est des produits qui sont peut-être cancérogènes. Donc ça veut dire aussi que c'est peut-être pas cancérogène. Donc en fait, on ne sait pas vraiment. Mais ce qui est important par rapport à ça, c'est que en fait, la plupart des recherches qui montraient des dangers sur l'aspartame, et ça c'est quelque chose que j'ai traité dans une vidéo que j'ai fait il y a presque 6 ans sur ma chaîne YouTube, qu'on mettra en description pour les gens qui veulent aller voir. Mais elles sont basées sur pas mal d'études qui sortent d'Italie, qui étaient très controversées, sur des animaux, exactement. Donc on n'a jamais trouvé de lien de causalité du risque de cancer avec l'aspartame chez des humains, donc ça c'est important à savoir. Et même la méthodologie de ces recherches sur les animaux était très discutable parce que les doses qui étaient utilisées étaient énormes. On parlait proportionnellement, c'était des doses de 2 à 8 grammes d'aspartame par kilo de poids de corps de l'animal ou un truc comme ça, et ça représentait tu vois, une consommation de plus de, j'en sais rien, genre 1000 canettes de coca pour un humain, tu vois, donc des consommations d'aspartame énormes. Et en plus c'était aussi utilisé sur des souris ou des rats, je me rappelle plus, qui avait une tendance à développer en fait des tumeurs cancéreuses très facilement parce que c'était justement ce qu'ils étudiaient dans les recherches, tu vois. Donc c'est une très grosse sensibilité avec des doses énormes et tout, donc c'est pas forcément proche de la réalité. Et ensuite, l'autre recherche Nutri-Santé sur lesquelles se basent les choses, et ben quand tu regardes dans les détails, en fait, il n'y a pas un lien de causalité directe. Ce qui est marrant, c'est que dans l'étude, ceux qui consomment plus d'édulcorants n'ont pas plus de risque de cancer, en fait. Donc c'est pas dose-réponse par rapport à ce qu'ils disent. C'est pas plus tu as un risque. Exactement, mais ils disent ceux qui en consomment ils font ce lien, etc. Donc c'est toujours la problématique avec les recherches, c'est un peu l'interprétation de tout ça. Mais même quand on revient un petit peu aux bases de tout ça, c'est que les gens ils ont vraiment peur de l'aspartame, mais ils comprennent pas que l'aspartame en fait c'est composé de 3 composés qui sont le méthanol, l'acide aspartique et la phénylalanine, qui est un acide aminé. Et quand tu regardes ces choses-là, en fait, quand tu consommes de l'aspartame, après ça se divise sur ces 3 composants en fait. Mais si tu prends par exemple du jus de tomate, il y a 6 fois plus de méthanol que dans la. Si tu prends un œuf, tu as 34 fois plus d'acide aspartique. Et si tu consommes 100 grammes de viande rouge, tu auras 16 à 32 fois plus
de phénylalanine, tu vois. Et les seules personnes qui pourraient s'inquiéter d'avoir de la phénylalanine, qui est un acide aminé, c'est des gens qui ont des problèmes par rapport à ça, et c'est des gens qui le savent depuis qu'ils sont jeunes, parce que tu le sais tout de suite en fait. Et c'est plutôt dans les pays asiatiques, en particulier Taïwan, etc., où justement l'aspartame est interdit à la consommation là-bas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce côté génétique de ne pas assimiler la phénylalanine, mais c'est comme quelqu'un pour être allergique aux arachides, tu vois, et tu as une population générale qui est allergique aux arachides, du coup l'utilisation d'arachides est moins dans cette partie du monde. C'est comme en Asie, tu as moins de lait avec du lactose, quoi. Tu as beaucoup de produits sans lactose parce que généralement les gens ont tendance à mieux les assimiler. Alors, ou je sais pas si tu as vu, en fait, il y a beaucoup de lait qu'ils appellent sans lactose, où ils viennent juste rajouter de la lactase, qui est l'enzyme qui permet justement de digérer le lait. Et c'est ce qu'ils font, en fait. Ils appellent des choses sans lactose, alors qu'ils sont très, très malins. Ils utilisent quand même le lait, mais ils viennent rajouter de la lactase, qui différencie, en fait, les gens qui sont intolérants au lactose des gens qui ne le sont pas. C'est que les gens qui sont tolérants, ils continuent à produire de la lactase toute leur vie. La plupart des enfants le font, mais après, à l'âge adulte, tu perds cette capacité-là. Et tu as d'autres personnes qui continuent qui ne la produisent plus, du coup. Exactement. C'est ça. Et là, tu peux la rajouter en fait en supplément dans des aliments à base de lait, et ça permet aux gens de les assimiler sans problème. En fait. Tout ça, je pense que ça répond un petit peu, enfin, ça pose un petit peu notre idée par rapport à ça. Le contexte, ouais. Le contexte. Et nous, on a vu ça, on a souri un petit peu parce que du coup, c'est, comme je disais, c'est une application de nutrition qui prend des décisions un petit peu pour le consommateur par rapport à ce qu'il devrait faire, ce qu'il devrait pas faire, qui à notre sens va un petit peu à l'encontre de l'utilisateur, parce que en réalité, l'utilisation d'édulcorants pour beaucoup de personnes qui essayent de perdre du poids, c'est souvent quelque chose qui aide énormément. J'ai l'exemple d'un client qui a juste switché de consommer par exemple du coca normal à du coca zéro, donc il était en fort surpoids. J'interromps rapidement la discussion. Si tu souhaites en savoir plus à propos de ce qu'on fait, je t'invite à te rendre en lien dans la description pour découvrir ce qu'on fait et le service qu'on propose. Il a perdu 30 kilos en changeant juste ça dans son lifestyle. Et ça, en termes de diminution du risque de cancer, d'amélioration des marqueurs de santé, etc. C'est sauver la vie, le mec. Voilà, c'est ça. C'est pas comparable. Et du coup, on se retrouverait avec soit des alternatives en termes d'édulcorants, ce qui est possible. Mais ce qui m'inquiète un peu par rapport à ça, c'est que si tu interdis l'aspartame, après, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu interdis aussi le sucralose? Est-ce que tu interdis aussi la stevia, etc. Stevia qui, je l'explique dans ma vidéo YouTube, est potentiellement un des édulcorants qui est un peu plus problématique que les autres, parce que pour obtenir de la stevia, tu as un processus de transformation qui est assez important, et tu as un impact de la stevia sur ton microbiote intestinal, donc c'est pas complètement anodin. Neutre, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, nous on se retrouve un peu en se disant voilà, c'est des erreurs qu'on va clairement pas faire avec ProCoach. Et je pense qu'en fait c'est peut-être un moyen de se médiatiser, tu vois, de créer un buzz autour je pense qu'il y a quelque chose autour de ça, et c'est un peu le parti pris qu'ils essaient d'avoir en essayant d'éduquer les gens, mais en venant dire que ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bof, ça c'est moyen. Je pense que derrière ça, l'idée, elle n'est pas mauvaise, elle est problématique, parce que finalement, ok, t'arrêtes avec ça, tu te dis, non, oula, je vais avoir un cancer, je vais arrêter de prendre mon sucralose, je vais arrêter de prendre mes édulcorants. Ok, on me dit que le sucre c'est pas bon, et tu vas te retrouver à essayer de diaboliser les aliments, à partir vers quelque chose de super sain, et tu te retrouves le week-end et tu dégommes ton paquet de pépitos en fait, parce que t'es au bout de ta vie, parce que t'as aucun plaisir. Et parce que c'est pas mauvais pour la santé, tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'embête le plus, c'est ce côté pas laisser le choix au consommateur, en fait, d'une certaine manière. Ouais, c'est hardcore aussi, bien sûr, de prendre des décisions pour les gens, c'est chaud. Ouais, c'est genre, non, enfin, tu vois, rien ne t'empêche de ne pas en consommer, tu vois. C'est ça à chaque fois que je dis, c'est quand quelqu'un me dit, ouais, mais moi, j'y crois pas, c'est trop beau pour être vrai, tu peux pas avoir quelque chose qui a un pouvoir sucrant comme ça, et qui est gratuit entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas un impact négatif derrière, tu vois. Et moi, ce que je réponds à ces gens-là, c'est je dis, écoute, moi, je t'ai donné les informations par rapport à ce qu'on sait en termes, tu vois, au niveau scientifique, au niveau de la littérature scientifique disponible. Aujourd'hui, on peut clairement dire qu'il n'y a pas de lien de causalité entre des risques de cancer accru et la consommation d'édulcorants. Maintenant, si tu veux faire le choix
de ne pas en consommer, c'est aucun problème pour moi. Bien Et sûr. je viendrai jamais dire que du coca zéro, c'est mieux pour la santé que de l'eau. Jamais je dirais De ça, tu ouf, vois. mais de ouf. Clairement, quand tu consommes du coca zéro, tu consommes aussi quelque chose qui est assez acide, qui est pas top pour tes dents. Enfin, il y a d'autres choses à voir là-dessus. Mais pour la plupart des gens qui vont consommer du coca normal, bah oui, clairement, prendre du coca zéro, c'est largement mieux. Est une Et si meilleure option. c'est ça. Et si c'est un plaisir pour toi et tout de le consommer, bah tu devrais pas en avoir peur, en fait, entre guillemets, et que ça impacte négativement le reste, en fait, comme tu disais, où bah, tu es frustré de tout et en fait, tu te retrouves à faire des cycles infernaux, où tu viens craquer sur ton paquet de Pépito parce que bah, tu aurais pu être calmé par, tu vois, genre boire un peu de Coca Zéro et en fait, tu le fais pas, tu vois. Et c'est ça le plus grand problème, et il faut comprendre que c'est chaque combat en son temps, en fait. Quelqu'un qui va essayer de perdre du poids, de se remettre en forme, bah, plutôt que de chercher à commencer en mode parfait, vas-y, bah, je vais télécharger mon Yuka là et je vais éliminer tous les trucs, je vais aller que dans des trucs verts parce que je suis un peu au bout de ma vie, parce que j'ai besoin que ça change et j'ai besoin d'avoir des résultats immédiats, c'est que ça part en mode parfait, et tellement parfait qu'on peut pas tenir dans la durée. Finalement, il y a pas la transformation, c'est l'abandon, c'est une déception, et c'est plutôt un sentiment d'échec et d'impuissance en se disant, bah non, moi j'y arriverai jamais, je suis nul, de toute façon je suis comme ça, c'est la famille, j'ai des gros os, et toutes ces espèces de croyances qui existent, alors que le seul objectif, c'est d'essayer d'améliorer progressivement ses comportements en faisant des choix. Et moi, je sais que ma béquille, ça a été le Coca Zéro pendant des années. Ça m'a permis de me dire, ok, j'ai un petit goût sucré tout au long de la journée, ça me permettait de mieux vivre mon déficit calorique. Et c'est quoi? T'es biaisé du coup. Ah oui, je suis biaisé à fond. Je l'ai inclus pour progressivement m'en détacher. Et Bah, en aujourd'hui, fait, j'arrive à ouais. réduire ma consommation. Ouais, et moi je pense que là où on est biaisé, et forcément, enfin tout le monde est biaisé, hein. Je rigolais par rapport à Jérémy, mais Jérémy est biaisé, je suis biaisé. En fait, tout le monde on essaye d'être le plus neutre possible, mais on a forcément des idées et on a des choses qu'on fait en pratique. Mais souvent, en fait, ce qui est problématique par rapport au classement qu'on a donné, c'est que, comme je te disais, c'est que souvent, quand tu vois des gens qui ont un bon physique, un bon lifestyle, et ben c'est souvent des gens qui ont pas peur de consommer un truc comme du Coca Zéro, tu vois. Et je le vois beaucoup, tu vois, dans les environnements dans lesquels on est. Et après, tu as généralement les gens qui ont peur de ces produits-là, qui ont peur de l'aspartame, des édulcorants. Et c'est souvent des gens qui, eux, ont des problèmes de gestion de l'alimentation, qui sont souvent en surpoids et qui vont consommer en plus de ça souvent d'autres aliments qui sont catégorisés peut-être comme de l'alcool, et qui n'ont aucun problème avec ça, et pourtant qui te disent d'avoir peur justement de l'aspartame. Et c'est là où un petit peu c'est un peu lunaire pour moi parfois, c'est que tu te retrouves dans ces situations où tu dis mais attends, t'es en train de faire peur à tout le monde par rapport à l'aspartame et de répéter un truc que tu comprends pas forcément, alors Ouais. que t'as aucun problème à consommer d'autres ingrédients, aliments qui eux sont clairement catégorisés comme cancérogènes. Tu vois. Et c'est là où tu vois c'est pas forcément juste. Et si Yuka est tellement obsédé par supprimer l'aspartame, pourquoi il n'y a pas cette même bataille sur le reste en fait, tu vois. Genre ils ont pas fait une pétition pour enlever l'aloe vera de tous les produits qu'on utilise, tu vois. Et les gens ils vont Non, parce continuer à que utiliser de l'aloe vera en se disant bah ouais c'est bien, ça me permet de récupérer de mon coup de soleil, etc. Ils se disent pas ah mais j'ai un risque. Alors peut-être, tu vois, mais voilà. Enfin c'est c'est surtout que dingue. ça va dans le sens de ce que les gens veulent entendre. C'est beaucoup plus simple de dire on va se battre contre ça parce que c'est quelque chose de mal compris, parce que c'est étrange, parce que tu le trouves pas dans la nature. Mais c'est là le côté religieux, en fait, avec l'aspartame. C'est dingue. Bien sûr, bien sûr. Ouais, Aux c'est gens, ce dingue. qu'ils ont envie d'entendre, et ils ont envie de s'accrocher à ça en disant, vas-y, c'est l'ennemi à abattre et on va essayer d'abattre cet ennemi, mais de façon, sincèrement, je pourrais mettre ma main à couper, c'est sûr que ce truc-là va pas passer. Enfin, ça me semble trop lunaire. C'est pas possible. Ça pourra pas être accepté. Ouais, enfin, je pense que les bases Ouais. sont pas assez solides. Après, il y aura une pétition et tout, peut-être. Mais c'est assez fou, c'est que dans les commentaires, et j'espère qu'on froissera personne parce que, bah, voilà, moi j'essaye de me baser encore une fois sur les datas qu'on a, et il n'y a rien aujourd'hui qui me permet de dire que oui, c'est dangereux et vous ne devriez pas en manger. Mais je sais que je vois les commentaires sur les réseaux sociaux et les gens ont ces données en face d'eux, mais pourtant ils n'arrivent pas à changer d'avis, tu vois. Ils ont tellement été dans cette croyance pendant super longtemps que c'est mauvais pour la santé et tout. Ah mais je le savais. À chaque fois c'est saché. Ah bah je le savais en fait, tu vois. Genre dès que t'as un truc comme ça et genre le peut-être il l'oublie complètement. C'est genre ah bah l'aspartame est mauvais pour la santé, tu vois. Genre c'est C'est ouf. cancérogène. Et tu dis mais
Mais non, en fait, mais c'est même pas ce qu'ils ont dit, en fait, tu vois, genre ils ont dit peut-être. Ouais, mais les gens lisent pas ça, ils lisent que la fin, c'est cancérogène. Ouais. Tu vois. Et c'est génial, alors tu sais, il est 31 là, bah, il est 32, et donc il serait peut-être temps de finir cet épisode de podcast, mais par contre, on va ouvrir un hook. Ils vont te détester à force de couper les podcasts à chaque fois, ils sont trop là. Et attends, avant, vas-y. Ok, bon, allez, Le hook, ok, bah, j'ouvre le hook. Alors, le hook, c'est qu'on va essayer de parler un peu des aliments qu'on estime être cancérogènes et pas qu'on va diaboliser, mais sur lequel il faudrait vraiment porter attention la prochaine fois avec des données qu'on a à l'heure actuelle, tu vois. On va parler notamment des viandes rouges transformées, etc. Essayer de l'inclure dans sa vie, comment trouver un juste équilibre. Et voilà, je pose ça là. Ok. Et je rappelle que pour ceux qui veulent nous rejoindre sur ProCoach, qui ont besoin de coaching, qui veulent travailler avec nous, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. On se fait un petit call ensemble, soit avec moi, soit avec Jérémy. Et puis on vous aide dans cette démarche. Donc n'hésitez pas. C'est ça qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas une équipe de marketing, closer et tout. Nous, on fait tout nous-mêmes à la main. C'est ça, exactement. Pas à l'arrache, mais on fait ça bien. Mais on fait ça avec bien, amour. Dans la cuisine, Brian is in the exactement, kitchen. Exactement, c'est ça. Bon, allez, la semaine prochaine, tout le monde. Merci pour tout le monde. Ciao. Ça y est.